The warmonger Churchill only wages this war against the German people to save the British Empire. Même la redoutable machine de propagande nazie ne pouvait faire grand-chose pour faire apparaître la position de l'Allemagne autrement que compromise au début d'octobre 1944. Au début de la guerre, après que les chars nazis étaient d'abord déferlés sur la Pologne, il semblait qu'Adolf Hitler était invincible. Et au fil du temps, c'était quelque chose que le Führer allemand non seulement croyait, mais prenait aussi pour acquis. Mais depuis que les Américains étaient entrés en guerre pour combattre aux côtés des Alliés, après le bombardement japonais de la flotte navale américaine à Pearl Harbor, Hitler et son axe du mal étaient soumis à une pression croissante à l'échelle mondiale. Alors, pour récapituler beaucoup d'histoires à absorber, regardons à nouveau les points clés. En Afrique du Nord, fin 1942, les Allemands avaient été vaincus lors de la deuxième bataille d'El Alamein, alors que le général Bernard Montgomery et la 8e armée britannique avaient affronté le renard du désert d'Hitler, le général Erwin Rommel, et avaient ainsi gagné. La détermination de Montgomery était égale à tout ce que les Allemands avaient de montrer jusqu'à présent, comme en témoigne la veille d'une bataille précédente lorsqu'il avait détruit tous les plans de retrait, disant à ses officiers « Si nous sommes attaqués, alors il n'y aura pas de retraite. Si nous ne pouvons pas rester ici vivants, alors nous resterons ici morts. » C'est cet esprit de combat remarquable qui commençait à se manifester chez les Alliés, qu'ils combattent dans le théâtre européen ou pacifique de la guerre, qui faisait toute la différence. La marée tournait rapidement contre Hitler. Affronter la puissance de l'armée rouge soviétique en 1941 avait également entraîné pour Adolf Hitler plus de combats qu'il n'en avait prévu. Ses plans pour vaincre la Russie rapidement et de manière décisive pendant les mois d'été avant l'arrivée du rude hiver soviétique ont été déjoués alors que les Allemands envahisseurs faisaient face à une résistance acharnée. En février 1943, la 6e armée allemande avait été détruite après la bataille de Stalingrad et lors de la bataille de Koursk plus tard dans l'année, pour la première fois, les tactiques de blitzkrieg dévastatrices des nazis ont échoué. Ailleurs, après les progrès triomphants des Alliés en Afrique du Nord, l'opération Husky visait la Sicile, avant de pousser pour faire une offre pour l'Italie continentale, mais à ce stade de la guerre, la santé d'Adolf Hitler se détériorait, tout comme son jugement militaire. Cependant, la position d'Hitler et celle de ses compatriotes de l'Axe étaient sur le point de faire face à la plus grande menace à ce jour, alors qu'une force d'invasion alliée partait de la côte sud de l'Angleterre pour libérer la France et commencer la poussée vers Berlin. Le jour J, le 6 juin 1944, a été un tournant majeur. Et si les choses ne s'étaient pas passées en faveur des Alliés, l'issue de la Seconde Guerre mondiale aurait pu aboutir à une victoire nazie. Même ainsi, les Alliés ont rencontré des poches de résistance allemande et malgré le succès du jour J, Hitler n'allait pas abandonner sans combattre. Et alors que l'été 1944, l'un des plus inhabituels de l'histoire, cédait la place à l'automne, les Alliés étaient de bien conscients qu'ils avaient encore une longue, amère et très dangereuse lutte devant eux. Pendant ce temps, à l'Est, les Russes jouaient également leur rôle, mettant impitoyablement en œuvre l'opération, nom de code Bagration. L'objectif de Bagration était de repousser toutes les forces allemandes de ce qui est aujourd'hui la République de Biélorussie vers la Pologne, et les résultats ont été brutaux. Les historiens ont décrit cette opération comme l'une des plus sanglantes connues de l'homme, mais plus important encore pour les Alliés, elle a également été décrite comme la défaite la plus calamiteuse de toutes les forces armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale.
L'armée rouge a fait des progrès rapides et a rapidement atteint la Pologne, décimant les unités de l'armée allemande au fur et à mesure, infligeant des pertes qui dépassaient 660 000, et avec les forces d'Hitler complètement tendues, après le jour J, il n'y avait aucune chance d'amener des renforts. De telles pertes allemandes dévastatrices à l'Est lors de l'opération Bagration, combinées à celles à l'Ouest lors du jour J et des mois suivants, sont rapidement devenues une cause majeure de préoccupation pour le peuple allemand, et le moral a chuté à un niveau historiquement bas. Hitler devait faire quelque chose et vite pour prouver que les nazis étaient toujours en contrôle, et il a dévoilé son arme secrète. Le Cyan était en production depuis le début de la guerre, mais ce n'est que maintenant que Hitler a déchaîné le puissant missile sur son ennemi. Hitler a concentré les V1 sur Londres, où des dégâts immenses ont été causés. La dévastation a conduit à l'évacuation immédiate de tous les enfants de Londres, mais les Britanniques ont été très rapides pour dévier ces attaques et sur les 2452 qui ont été lancées, la RAF a réussi à en abattre plus d'un tiers. Cependant, un blackout des reportages par la presse britannique signifiait que les Allemands n'avaient aucune idée de la réussite des attaques, et bien que mortelle, l'arme secrète d'Hitler était arrivée trop tard pour lui gagner la guerre. En France, une situation de carburant en diminution posait problème aux Alliés. Et cela provenait du manque de ports en eau profonde pour acheminer les fournitures. Montgomery, maintenant promu maréchal de camp, était occupé dans le nord à planifier une avance en Allemagne depuis la Belgique. Mais Eisenhower lui a conseillé de se tourner vers le port d'Anvers pour ouvrir un port d'expédition utile, ce qui améliorerait la position globale des Alliés. Montgomery, toujours difficile à commander, a poursuivi l'avance qu'il avait prévue en utilisant l'excuse que la stratégie d'Eisenhower nécessitait un approvisionnement de combat, ce qui était à l'époque irréalisable. Codé, Opération Market Garden, Montgomery avait avancé fin septembre avec des poussées courtes et concentrées à travers le Rhin. Le Rhin était l'un des plus grands obstacles naturels qui se dressaient entre les Alliés et l'Allemagne, donc le plus grand objectif de Market Garden était de sécuriser les ponts intacts, ce qui permettrait une avance rapide vers Berlin. La partie market de la mission faisait référence à l'attaque aéroportée à grande échelle, qui était vitale pour le positionnement, et la partie Garden faisait référence aux troupes au sol. Pour que l'opération soit un succès, ces deux forces devaient travailler ensemble en parfaite unison, mais en raison du manque de planification, des problèmes ont commencé à se poser. Les opérations précédentes, aussi importantes que celles-ci, ont pris des mois à stratégiser et à répéter, mais les préparatifs de Market Garden ont été achevés en une seule semaine sans répétition et presque sans formation tactique. D'autres commandants étaient préoccupés par l'opération imprévisible, mais Montgomery a obstinément tenu bon, même lorsqu'on lui a montré des preuves photographiques de lignes menaçantes de chars très proches de certaines des zones d'atterrissage qu'il a rejetées comme étant non utilisables. L'opération Market Garden a échoué en partie parce que la situation du carburant, due à l'échec des Alliés à sécuriser un port, signifiait que les Allemands avaient suffisamment de temps pour amener des renforts et consolider leur position. Il y avait environ 26 victimes alliées au moment où Montgomery a été contraint de se retirer, et un temps précieux avait été perdu. Il était maintenant vital de trouver une solution au problème du carburant, car sans une voie d'approvisionnement régulière, la poussée des Alliés occidentaux pour Berlin serait sérieusement entravée.
Tout comme Eisenhower l'avait voulu en premier lieu, le port belge d'Anvers était la prochaine cible des Alliés. Mais alors que la bataille acharnée de l'Escaut commençait, ce n'était pas une tâche facile pour les Alliés. La bataille a commencé le 2 octobre le long de la rivière Scheldt, et même si les Allemands ont résisté farouchement pour défendre le port, il a finalement été sécurisé et immédiatement mis en service pour l'expédition alliée. L'ouverture d'Anvers, combinée à la capture réussie du grand port de Marseille dans le sud de la France, a finalement mis fin à la pénurie d'approvisionnement paralysante qui menaçait la position toujours améliorée des Alliés. Le début d'octobre a également vu la fin de l'insurrection de Varsovie, qui est aussi controversée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. L'insurrection a vu des ressortissants polonais se battre pour libérer leur capitale des Allemands. C'était une partie majeure de l'opération Tempête de l'armée de l'intérieur polonaise qui visait à libérer la Pologne des nazis avant que les soviétiques ne puissent prendre le contrôle. Il est vite devenu clair cependant que Varsovie était trop fortement gardée pour les Polonais se battant seuls, donnant aux Russes l'occasion parfaite de régler de vieux comptes. Après Bagration, l'armée rouge était à moins de 10 km de l'armée de l'intérieur polonaise en difficulté lorsqu'elle a reçu l'ordre de s'arrêter brusquement. Les Soviétiques ont regardé les Polonais continuer à se battre une bataille sanglante pendant 64 jours avant de finalement hisser le drapeau blanc de la reddition. Au cœur de la controverse se trouve la spéculation sur les raisons pour lesquelles le dirigeant russe, Joseph Staline, n'est pas venu en aide à l'armée de l'intérieur polonaise. Il est indéniable que les Soviétiques étaient occupés en octobre et le 6, ils ont commencé l'offensive de Debrecen dans l'est de la Hongrie. Si les Russes pouvaient de sécuriser la région, cela leur donnerait une porte grande ouverte vers l'Allemagne depuis le sud. L'attaque féroce a commencé avec le 2e front ukrainien qui a dépassé la 3e armée hongroise. Mais ensuite, les progrès ont ralenti et les Allemands ont pu construire une solide ligne de défense. Les Soviétiques ont traité les civils de Hongrie avec un mépris total, commettant des atrocités qui ont fait que les troupes hongroises se sont battues encore plus déterminées et malgré leur infériorité numérique avec les Allemands, ils ont réussi à faire en sorte que la bataille de Debrecen se termine avec les honneurs mêmes. Mais l'Axe ne pouvait pas tenir les Russes à distance longtemps et le 4 novembre, l'armée rouge a réussi à sécuriser la capitale hongroise, Budapest, et les environs. Octobre a également vu la libération d'Athènes. La Grèce avait été envahie par les Italiens en 1940 mais a réussi à les repousser jusqu'à ce que Hitler envoie à contre-cœur ses hommes en 1941 et de là jusqu'en 1944, la Grèce était une nation occupée sous le contrôle de l'Axe. Cependant, le gouvernement grec en exil a réussi à lever une armée qui est devenue très utile aux Alliés dans les campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie. À ce stade, en 1944, les Russes avancèrent déjà en Roumanie et en Yougoslavie et les forces allemandes, occupant la Grèce, ont été stratégiquement retirées, car elles étaient en danger d'être coupées par l'avance soviétique, et lorsque les alliés occidentaux ont pris le contrôle après avoir libéré Athènes, le gouvernement grec en exil est revenu un peu plus d'une semaine plus tard. Cependant, perdre des territoires occupés n'était pas la seule chose dont Hitler devait maintenant se soucier. La paranoïa et la méfiance envers les gens autour de lui étaient également un problème croissant. Et ce n'était pas sans fondement car il y a eu plusieurs tentatives d'assassinat sur la vie d'Hitler tout au long de 1944, mais l'opération Valkyrie du 20 juillet est celle qui est passée le plus près de réussir.
Ce n'était qu'une question d'heure avant que von Stauffenberg ne soit traqué et exécuté, mais l'enquête approfondie pour trouver tous ceux qui étaient impliqués ne faisait que commencer. La brutalité avec laquelle les accusés ont été traités ne connaissait aucune limite et même certains des plus proches associés d'Hitler ont été impliqués dans le complot. Le nom le plus choquant à apparaître était sans aucun doute celui d'Erwin Rommel, le renard du désert le plus fidèle d'Hitler, qui s'était battu si durement pour la cause nazie en Afrique du Nord. Rommel avait ensuite été distingué pour une distinction supplémentaire car il était devenu évident à la fin de 1943 et en 1944 qu'une invasion alliée de la France devenait de plus en plus probable et il a reçu la tâche de défendre la côte française. Le 17 juillet, une attaque aérienne a entraîné le bombardement de la voiture de Rommel et il a été hospitalisé avec de graves blessures à la tête. Au cours de sa carrière militaire, Rommel avait toujours été contre certains éléments du régime nazi, en particulier le mauvais traitement des Juifs. Et lors des enquêtes, après la tentative d'assassinat du 20 juillet, le renard du désert est devenu suspect. Lorsque des documents du quartier général du coup d'État ont été localisés, le nom de Rommel était là, non seulement en tant que partisan potentiel, mais aussi en tant que leader possible si l'assassinat et la prise de contrôle ultérieure devaient réussir. Même s'il n'y avait aucune preuve réelle de communication entre les conspirateurs et Rommel, les inquisiteurs nazis étaient sur le cas de l'homme blessé. Malheureusement, alors que Rommel se remettait à l'hôpital, il avait exprimé son insatisfaction à l'égard de certains éléments du régime d'Hitler et cela a été considéré comme une preuve positive qu'il était un traître à la cause. Le chef de la chancellerie du parti nazi, Martin Bormann, était convaincu que Rommel était coupable et a insisté pour que l'affaire soit portée devant le tribunal du peuple, mais le 14 octobre 1944, Rommel a reçu la visite de 2 officiers nazis qui avaient une proposition à lui faire. Rommel était bien sûr très respecté et un héros du peuple allemand, c'est pourquoi sans doute on lui a donné le choix. Les officiers lui ont dit qu'il pouvait soit faire face à Bormann et au tribunal du peuple, ce qui signifierait aussi la poursuite de sa famille et de son personnel, soit il pouvait se suicider. Ce dernier signifierait que Rommel recevrait des funérailles d'État et que sa famille recevrait une pension complète, et sa mort serait rapportée comme celle d'un patriote. Rommel a fait ses adieux à sa famille et est parti avec les 2 officiers qui, quelques heures plus tard, ont téléphoné à sa femme pour lui dire que son mari était mort. Le peuple allemand a été informé que Rommel était mort d'une crise cardiaque et, comme promis, il a été enterré avec tous les honneurs militaires, Hitler envoyant le maréchal von Rundstedt comme son représentant. Mais alors que Rommel était mis en terre, la première grande bataille sur le sol allemand était en cours à Aachen. La bataille d'Aachen a commencé le 2 octobre, les Allemands se battant farouchement pour défendre leur ville qui était attaquée par les Américains. Ironiquement, en septembre, le commandant allemand de la ville d'Aachen avait vu que ses hommes allaient être sérieusement en infériorité numérique, il avait donc proposé de se rendre aux Américains en avance. D'une manière ou d'une autre, au lieu d'aller aux Alliés, la lettre de reddition a été livrée à Adolf Hitler et le malheureux commandant a été immédiatement arrêté et des renforts allemands ont été envoyés. Malgré le courageux combat mené par les Allemands, leurs efforts ont été vains. Avec près de 90 000 soldats américains de plus que leur ennemi, la bataille allait être à sens unique pour le moins. Mais parce que les Allemands étaient sur leur propre territoire, ils ont pu tenir leur ligne pendant un certain temps, tout en réussissant à infliger de lourdes pertes aux Américains avant leur défaite inévitable.
Lorsque la bataille s'est conclue par une victoire décisive des Alliés le 21 octobre, les pertes des deux côtés étaient de l'ordre de 5000, mais comme les Allemands avaient également 5600 de leurs hommes capturés, c'était un lourd prix à payer dans une bataille qui avait été une conclusion prévisible. Octobre était vraiment un mois clé. Et ce n'était pas seulement en Europe qu'il y avait de lourds combats. Dans le Pacifique, les Américains commençaient enfin à progresser contre les Japonais et les batailles menées entre 1943 et 1944 les repoussaient loin de la sécurité relative de leurs bases insulaires du sud et du centre. Lorsque les Japonais avaient pris le contrôle des Philippines en 1942, le commandant américain des forces des États-Unis dans l'Extrême-Orient était le général Douglas MacArthur, et le président Roosevelt lui-même avait ordonné à MacArthur de quitter les Philippines, où il était basé. MacArthur était réticent à partir, estimant que l'armée américaine devait rester et se battre pour le peuple des Philippines, et il a même envisagé de démissionner de sa commission pour continuer en tant que soldat privé. Cependant, à la fin, MacArthur a suivi les ordres et est parti pour l'Australie, mais pas avant d'avoir promis de revenir pour voir les Philippines libérées. Et le 20 octobre 1944, MacArthur et son état-major ont pataugé dans l'eau jusqu'aux genoux pour débarquer sur l'île philippine de Leyte, le général américain tenant sa promesse. La bataille du golfe de Leyte, un bras de mer à l'est de l'île, a opposé les marines américaines et impériales japonaises et a fait rage entre le 23 et le 26 octobre. Beaucoup considèrent cette bataille comme la plus grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale et même de toute l'histoire navale, mais elle peut être divisée en 4 grandes batailles. L'amiral de la flotte, William Halsey, était aux commandes pour les Américains. Et sa planification approfondie, combinée à un leadership déterminé, signifiait que le 26, les Alliés avaient remporté une victoire décisive, malgré les premiers bombardements kamikazes organisés. Les troupes qui se battaient maintenant pour l'île seraient à l'abri d'une attaque par la mer, et bien qu'il y ait encore du chemin à parcourir, la marée dans le Pacifique tournait en faveur des États-Unis. Néanmoins, alors que l'issue dans le Pacifique était encore loin d'être certaine, les alliés occidentaux commençaient à croire que la victoire en Europe et la fin du règne de terreur d'Hitler étaient en vue. Alors que l'armée rouge russe progressait rapidement et brutalement, les Américains découvraient que combattre les Allemands sur leur propre territoire était une entreprise dangereuse. Un exemple parfait était la bataille de la forêt de Hurtgen, une zone qui bordait la frontière entre la Belgique et l'Allemagne. Après le choc initial du débarquement, les Allemands avaient réussi à consolider leur position et à renforcer leur défense, ce qui ralentissait enfin l'avance alliée. Alors que les Alliés pénétraient en Allemagne, l'un de leurs principaux objectifs était de dégager toutes les troupes d'Hitler de cette zone fortement boisée, ce qui empêcherait à son tour les Allemands de renforcer leur ligne de front plus au nord, entre Aachen et la rivière Ruhr.
L'engagement a commencé le 19 septembre et est devenu la bataille la plus longue sur le sol allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était également destinée à devenir la bataille la plus longue de l'histoire des États-Unis. Et comme les choses ne seraient pas conclues avant février 1945, ce n'était vraiment que les premières étapes. Pour les Allemands, c'était un territoire vital à tenir, non seulement parce que Hitler prévoyait toujours un grand retour avec son offensive des Ardennes, qui deviendrait mieux connue sous le nom de bataille des Ardennes. C'était une zone de rassemblement importante pour les nombreuses de troupes, véhicules et armements nécessaires pour mettre le plan à exécution. Les Américains avaient naturellement leur propre agenda, y compris la prise de contrôle du barrage de la rivière Ruhr, qui pourrait être ouvert pour inonder toute la région, quelque chose qu'ils pourraient vouloir faire, ou plus important encore, empêcher les Allemands de le faire. Le 5 octobre, lors d'une première phase majeure, la 9e division d'infanterie américaine a attaqué la ville de Schmidt, qui était un lien important pour la chaîne d'approvisionnement des Allemands. La bataille a été féroce, les deux côtés ayant besoin de tenir leur position, et ce n'est que le 16 octobre que la 9e division en difficulté a été renforcée. En seulement 11 jours, 4500 soldats américains ont été perdus, montrant que les Allemands étaient loin d'être battus, et en conséquence, les renforts alliés sont arrivés en grand nombre, capturant Schmidt le 3 novembre. En plus de la résistance déterminée des Allemands, le terrain était également difficile. Hürtgen étant une forêt de conifères extrêmement dense, avec à peine des routes limitant l'accès des véhicules. Dans les quelques clairières, les Allemands avaient pré-réglé leurs armes pour tirer avec une précision mortelle, et ils avaient également pu poser des champs de mines qui étaient couverts par la neige de l'hiver 1944. De même, la forêt dense posait des problèmes pour les avions alliés, car il y avait peu de soutien aérien pour les troupes en dessous. Le terrain est devenu un problème encore plus grand lors de la deuxième phase de l'attaque, car non seulement le temps était pire, mais les chars sont également devenus essentiels dans la bataille. Les ingénieurs américains ont réussi à faire exploser des routes pour les chars à travers la zone de combat, mais c'était un exercice périlleux. Alors que la bataille se poursuivait, les conditions météorologiques et de combat se sont détériorées et de nombreuses vies ont été perdues simplement à cause des engelures, du pied des tranchées et de l'épuisement pur et simple. Plusieurs des Américains qui se battaient ici avaient également participé au débarquement de Normandie, et certains qui ont assisté à la sanglante bataille pour la plage d'Omaha, où plus de 3000 soldats ont été massacrés, ont commenté qu'en comparaison avec la bataille de la forêt de Hürtgen, Omaha avait été une promenade dans le parc. Sur les 121 000 soldats américains impliqués à Hürtgen, environ 33 000 ont été tués ou incapacités, et bien qu'il en ait résulté une victoire alliée, elle a été très coûteuse, surtout si l'on considère que les pertes allemandes étaient non moins de la moitié de celles subies par les Américains. Au fil du temps, bien que la capture d'Anvers et de son grand port ait amélioré la situation de l'approvisionnement, l'acheminement du carburant aux Alliés continuait à poser problème. Les nazis occupaient de toujours les zones environnantes, et l'île de Walcheren, avec son point de vue sur l'estuaire de l'Escaut, était gardée par la 15e armée allemande. Le maréchal Montgomery a donné l'ordre de cibler la région de l'Escaut et l'opération Infatuated a été mise en place avec pour mission de supprimer la menace allemande sur la route d'approvisionnement en carburant des Alliés confiée à la première armée canadienne. Le bombardement des défenseurs allemands a commencé à la fin d'octobre, mais ce n'est que le 1er novembre que les Canadiens ont débarqué sur Walcheren.
Mais les Allemands ont continué à se battre farouchement jusqu'à ce que les Canadiens nettoient chaque section et que la phase finale commence le 8 novembre. Après des jours de combats acharnés, quelques 40 000 soldats allemands de l'île de Walcheren et des environs se sont rendus alors que les soldats canadiens achevaient de leur mission. À la fin de novembre, le port d'Anvers était pleinement opérationnel et l'approvisionnement en carburant des Alliés n'était plus en question. Peu de temps après les débarquements amphibies des Alliés à Walcheren, d'autres ports ont également été capturés. Et plus le nombre augmentait, plus la position des Alliés se renforçait. Le port de Zeebrugge, dans le nord-ouest de la Belgique, avait également été capturé par les Alliés au début de novembre, marquant la libération complète de la nation belge. C'était certainement une mauvaise nouvelle pour Hitler et sa vision d'un Reich de 1000 ans, mais le Führer allemand n'était toujours pas prêt à abandonner ses rêves de domination mondiale. Une fois de plus, il a tourné son attention vers l'attaque de la Grande-Bretagne en déchaînant le nouveau missile Fakir 2 amélioré sur Londres. Les ingénieurs allemands avaient été mis au travail pour améliorer le V1 qui avait déjà porté un coup dur au peuple britannique. Cependant, le Fénin avait donné un avertissement de son arrivée en raison du bruit fort qu'il faisait et l'affinage du V2 pour qu'il soit silencieux améliorerait considérablement son efficacité. La vitesse et la trajectoire ont également été mises à jour, ce qui rendait presque impossible pour le V2 d'être abattu par des canons anti-aériens. Le V2 était le projet le plus coûteux du Troisième Reich d'Hitler et à 100 000 Reichsmarks par fusée, le coût était finalement devenu un problème, mais pas avant que Hitler, croyant que c'était une arme gagnante, ait créé 6048 de ces fusées mortelles. Il y a également eu un prix humain tragique à payer dans la production de ces armes, car elles étaient fabriquées dans des usines gérées par des détenus du camp de travail forcé de Mittelbau-Dora. Et environ 21 000 travailleurs ont perdu la vie avant que la nouvelle fusée d'Hitler ne soit prête à être lancée. Les premiers F2 ont été tirés en août 1944, mais ce n'est qu'à la mi-novembre qu'ils ont vraiment atteint leur cible, frappant la Grande-Bretagne environ 8 fois par jour. Lorsqu'on a tenté de les abattre, les énormes quantités d'obus d'artillerie qui tombaient ont causé plus de dégâts que la fusée elle-même et une contre-offensive alternative était nécessaire. Il était évident qu'une fois les V2 lancés, il était presque impossible de les arrêter et les Britanniques en savaient que leur seul espoir de détruire les fusées était de le faire avant même qu'elles aient été tirées. Au début, la RAF a tenté de bombarder les sites de lancement mobile du V2. Mais cela s'est avéré prohibitif à une époque où la conservation des ressources précieuses était d'une importance vitale. Le plan suivant mis en œuvre consistait à désinformer les Allemands sur les directions dans lesquelles lancer leurs armes. Les services de renseignement britanniques ont travaillé sans relâche pour que de faux rapports d'impact soient renvoyés. Et finalement, ils ont réussi à faire diriger les fusées V2 vers des cibles dans des zones rurales moins peuplées. Loin de résoudre le problème, de telles mesures n'ont fait qu'atténuer l'impact et si tard dans la journée, la forme de contre-attaque la plus réussie devait être l'avancée alliée vers Berlin, ciblant les sites de lancement du V2 au fur et à mesure, les repoussant hors de portée. Mais cela allait prendre du temps et à la fin de 1944, les V2 continuaient de représenter une menace très réelle pour Londres et les environs.
Malgré l'énorme coût du projet V2 et le succès indéniable des attaques sur Londres, l'arme miracle d'Hitler n'aurait que peu d'impact sur l'issue de la guerre. L'esprit des habitants de Londres restait optimiste, bien que les V2 puissent frapper à tout moment alors qu'ils tentèrent de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Plus de 150 clients et employés ont été tués dans une seule explosion de V2 dans un magasin Woolworths et au total, les V2 ont coûté la vie à 2754 civils britanniques et en ont blessé 6500 autres. En tant que dispositif pour punir ses ennemis, les V2 d'Hitler étaient certainement efficaces, mais quand il s'agissait de convaincre ses partisans que les puissances de l'Axe pouvaient encore gagner la guerre, malgré le fait qu'ils aient atteint cible après cible, les V2 n'étaient de pas à la hauteur. Il était maintenant évident que le Troisième Reich s'effondrait et même les officiers de rang le plus élevé d'Hitler commençaient à réaliser que tout espoir était perdu. Mais comme un animal blessé, la machine de guerre nazie pouvait encore infliger de terribles dégâts et destructions. Hitler était déterminé à se battre et alors que la position allemande était examinée, des plans ont été mis en place pour un dernier combat. Mais ce serait une énorme entreprise pour les troupes restantes. Ils manquèrent de main-d'œuvre, la Luftwaffe à ce stade avait été pratiquement neutralisée par la RAF, et alors que l'approvisionnement en carburant des Alliés s'améliorait, les nazis étaient laissés en difficulté après que leurs champs pétrolifères roumains avaient été bombardés. Hitler savait qu'il devait faire quelque chose de grand. Même s'il devenait de plus en plus irrationnel chaque jour, il aurait réalisé qu'une victoire totale était impossible, mais il croyait qu'il pourrait défendre l'Allemagne à long terme s'il neutralisait le front occidental à court terme. Comme cela avait déjà été prouvé, les unités allemandes épuisées n'étaient pas de taille face à la brutale armée rouge russe, dont les nombres étaient bien trop grands, alors Hitler a tourné son attention vers un plan qui diviserait les Alliés, soulignant les difficultés qu'il rencontrerait pour négocier des accords d'après-guerre. Il voulait surtout que les Américains et les Britanniques se séparent des Soviétiques, et il croyait aussi que les tensions entre Montgomery et les généraux américains pourraient être exploitées et utilisées à son avantage. Dans son désespoir, Hitler croyait que tout ce qu'il avait à faire était d'acheter assez de temps pour produire des armes plus grandes et plus puissantes. Ainsi, des plans pour une offensive majeure ont été élaborés. Les stratèges militaires ont proposé de nombreuses opérations potentielles à Hitler, mais seules 2 ont été présentées pour une considération sérieuse. Les 2 visaient l'armée américaine car Hitler croyait que le public américain, qui avait été réticent à soutenir les plans de Roosevelt pour entrer en guerre dans les premiers jours, exigerait le retrait de leurs maris et frères du conflit européen s'ils devaient dû subir de lourdes pertes et être vaincus dans une bataille majeure. Le premier plan prévoyait une attaque à 2 volées sur les troupes américaines à Aix-la-Chapelle, avec une mission supplémentaire pour encercler également les 9e et 3e armées américaines. Finalement, il a été rejeté, car il y avait peu de chances qu'il provoque une division anglo-américaine. Le deuxième plan, cependant, avait beaucoup plus de portée. En utilisant leur tactique de blitzkrieg emblématique, l'objectif nazi était de diviser les lignes américaines et britanniques et de capturer le port d'Anvers, ce qui non seulement couperait l'accès des Alliés aux fournitures, mais piégerait également 4 armées complètes derrière les lignes allemandes. L'opération a reçu le titre menaçant « La veille sur le Rhin », mais elle était destinée à être enregistrée pour la postérité sous le nom de « La bataille des Ardennes ». En septembre 1944, la zone d'attaque a été discutée en détail.
Hitler insistait pour utiliser les Ardennes comme zone de préparation pour la bataille. Un succès ici lors de la bataille de France en 1940 avait été crucial et les Alliés étaient peu susceptibles de soupçonner une attaque nazie venant de cette région alors qu'ils se concentraient sur leur propre poussée vers Berlin. Beaucoup de commandants de Hitler étaient contre la veille sur le Rhin pour plusieurs raisons différentes. Certains estimaient que le terrain montagneux était tout simplement trop difficile. D'autres craignaient que si le temps était clair, la puissante présence aérienne alliée serait en mesure de cibler les forces terrestres allemandes avec une facilité incroyable. Et avec la Luftwaffe incapable de rivaliser dans les cieux, le plan aurait peu de chances de réussir. Même les commandants chargés de l'opération avaient des doutes. Les maréchaux Walter Model et Gerd von Rundstedt pensaient que la tâche supplémentaire de capturer le port d'Anvers était trop risquée et ont proposé une stratégie alternative à Hitler, mais il a insisté pour que les plans de bataille se poursuivent sans modification. La veille sur le Rhin appelait à 45 divisions avec des unités supplémentaires pour former une ligne de défense une fois la bataille commencée. Avec la pénurie de main-d'œuvre que subissait l'armée allemande, ils ne pouvaient y rassembler que 30 divisions et cela faisait vraiment appel à leur dernière réserve. Des divisions complètes de vétérans de guerre et de jeunes recrues ont été regroupées de sorte que si les choses n'avaient pas été si désespérées, elles auraient été rejetées comme inaptes au service actif. C'était vraiment la dernière chance de Hitler de sauver quoi que ce soit des années de combat et il n'avait pas d'autre choix que de tout risquer. La diminution des réserves de carburant des nazis était certainement un obstacle et a même repoussé la date de commencement du 27 novembre au 16 décembre. Mais c'était la date la plus tardive possible si l'attaque sur les Américains devait avoir une chance de réussir. Hitler ne pouvait pas se permettre qu'il y ait d'autres retards. Le renseignement allemand avait calculé que la date la plus probable pour une attaque soviétique pour ouvrir la route vers Berlin serait le 20 décembre. La veille sur le Rhin devait avoir commencé avant cette date, car Hitler comptait sur Staline pour retarder son avance, pour voir quel serait le résultat si les Américains étaient attaqués. Cela faisait un certain temps que les destins avaient souri aux Allemands et pour que cette opération se passe à leur manière, la chance devrait jouer son rôle. Pour commencer, le brouillard épais, qui recouvrait la zone de guerre, était une très bonne nouvelle pour les Allemands car cela signifiait que le soutien aérien des Alliés pourrait jouer peu de rôle dans la bataille. De plus, les Allemands ont réussi à garder leur plan très secret et l'effet de surprise leur donnerait un avantage majeur. Les Américains avaient sans aucun doute une supériorité en termes de main-d'œuvre, il était donc vital que l'attaque soit une surprise totale si les Allemands devaient avoir une chance. Depuis que la tentative d'assassinat de von Stauffenberg sur la vie de Hitler avait presque réussi en juillet, la sécurité avait été renforcée. Mais les questions concernant l'offensive des Ardennes étaient de suivi et contrôlé pour empêcher toute information d'être divulguée à l'ennemi. Heureusement pour les Allemands, la résistance française ne s'étendait pas jusqu'aux Ardennes, ce qui signifiait que les Alliés ne pouvaient pas compter sur leurs connaissances locales pour comprendre ce qui se passait et le trafic radio allemand était réduit au minimum. Au lieu de cela, les téléphones, les télégraphes et les téléimprimeurs étaient utilisés par les commandants pour organiser les manœuvres et les communications, ce qui signifiait que l'un des atouts les plus précieux des Alliés à ce jour, Ultra, qui interceptait généralement toutes les opérations allemandes, devenait presque inutile. Les Allemands ont également employé des tactiques similaires à celles utilisées par Eisenhower lorsqu'il planifiait l'opération Overlord, avec tous les mouvements liés à l'offensive des Ardennes effectués la nuit sous un manteau d'obscurité.
Cependant, malgré les efforts déployés par les commandants, les renseignements alliés ont été informés d'une possible grande offensive allemande. Mais les Alliés ne voyaient pas comment une telle action serait possible pour les nazis presque vaincus, et les avertissements ont été ignorés alors qu'ils poursuivaient leur propre agenda, se rapprochant toujours plus de Berlin. Par conséquent, peu de reconnaissance aérienne a été entreprise par les Alliés et le plan maître d'Hitler est littéralement passé inaperçu. Commencé vers 5 heures du matin le 16 décembre, un bombardement dévastateur sur les troupes américaines insoupçonnées basées dans les Ardennes a été lancé. Toutes les divisions nazies prévues pour rejoindre l'attaque ont suivi et à 8 heures, la bataille était bien engagée. Le brouillard épais, qui s'était installé la nuit précédente, a vraiment aidé les Allemands, rendant une réponse aérienne alliée irréalisable, mais à mesure que les conditions se détérioraient, le brouillard s'est avéré moins avantageux car les troupes attaquantes ont été forcées d'aller à un rythme beaucoup plus lent que prévu. Avec l'avantage de la surprise, même avec un nombre de troupes très limité, les divisions allemandes ont réussi à encercler 2 régiments américains dans un mouvement de tenaille et les ont forcés à se rendre. Partout, les combats se sont intensifiés et la bataille violente a continué alors que le temps se dégradait de plus en plus et que l'avance allemande ralentissait encore plus. Tout a commencé à prendre du retard et comme les Américains étaient à maintenant tout à fait conscients de ce qui se passait, tout en se retirant, ils ont fait sauter des ponts et des dépôts de carburant en cours de route, ce qui a encore ralenti la progression des Allemands. Pour les Allemands, la colère et la frustration ont abouti à ce que les Américains capturés soient traités avec un mépris total. Les massacres sanglants sont devenus monnaie courante alors que Hitler ordonnait à ses troupes de mener la bataille avec brutalité pour effrayer leur adversaire et même si la fin de la guerre était en vue, des milliers d'Américains seraient massacrés dans les Ardennes. Juste un jour après le début de l'opération, les Allemands ont capturé une station d'essence américaine près de la ville de Malmedy et alors qu'ils s'éloignaient, ils ont rencontré un petit groupe de soldats américains qui, après une brève bataille, se sont rendus. Ces troupes, ainsi que les prisonniers de guerre de la station d'essence, ont été rassemblés dans un champ et abattus, un acte de violence lâche et gratuit sans aucun avantage pour les Allemands. Cet acte de brutalité futile a finalement été traité comme un crime de guerre et le massacre de Malmedy, comme il est devenu connu, a été jugé le 16 mai 1946 et le commandant responsable de l'ordre de l'atrocité a été condamné à mort par pendaison avec 42 autres membres de sa division. De plus, l'occurrence du massacre de Malmedy et de massacres similaires dans les dernières semaines de 1944 a eu un impact négatif sur les auteurs. Lorsque la nouvelle a atteint les Américains qui se battaient dans les Ardennes, ils ont été plus déterminés que jamais à résister à l'attaque allemande. Un exemple a été lorsque les Allemands ont réussi à encercler les Américains à Bastogne et que le général de brigade McAuliffe, le commandant des troupes américaines, a reçu une lettre des Allemands exigeant une reddition immédiate. To the United States Army commander of the encircled town of Bastogne, the fortune of war is changing. There's only one possibility of saving your encircled troops from total annihilation. That is the honorable surrender of this town. If you reject our proposal, 6 battalions are ready to annihilate you and your troops. All the serious civilian losses would not correspond with the well-known American humanity. What is your answer? Nuts.
La réponse, en un mot de Macauliffe, nuts, est entrée dans l'histoire. Et bien que la bataille de Bastogne ait continué, le rêve d'Hitler d'un dernier stand célèbre, qui sauverait au moins une certaine fierté nazie, a commencé à s'estomper. L'issue de la bataille des Ardennes ne serait pas décidée en 1944, et alors que les combats se poursuivaient à travers Noël et le Nouvel An, le nombre de victimes des deux côtés continuait d'augmenter. 1945 était destiné à apporter la paix au monde déchiré par la guerre, mais alors que la poussée pour Berlin et la défaite ultime d'Hitler se poursuivaient, les jours de Roosevelt, Churchill et Staline travaillant ensemble en tant qu'alliés commençaient à toucher à leur fin inévitable.